On en est aujourd'hui à la deuxième session des Coaching Days avec la DPME et comme d'habitude, je vous fais un concentré, l'essentiel de la session qu'on a eue en 3 heures de temps. Alors déjà, résumer en 3 heures de temps une formation qui se donne parfois sur 40 heures, c'est pas évident, mais quand même, l'objectif ici est de vous permettre d'aller directement à l'essentiel. Le premier point qu'il était important de clarifier, c'est déjà expliquer pourquoi est-ce qu'il est important de se former en management. Aujourd'hui, dans certains cas, qu'est-ce qu'on voit? Une personne qui va être promue au poste de manager juste parce qu'elle a une certaine ancienneté dans la boîte ou alors parce qu'elle a une compétence technique. Individuellement, la personne est très performante et on se dit qu'en lui donnant une promotion, en la mettant manager, elle saura naturellement motiver les autres, créer une équipe performante. Et parfois, ça échoue, on peut avoir des coups de chance, ou alors des personnes qui ont cette double compétence technique et en termes de management, mais parfois ça ne se passe pas très bien. Pour la simple et bonne raison que les compétences que cette personne a eu à développer pour être un individu très performant dans son travail vont être différentes des compétences qui sont attendues d'un manager. Et quand on n'a pas la bonne personne au bon poste dans le cadre du management, ce qui se passe, c'est que les recherches montrent que 80% des personnes interrogées ont choisi de quitter l'entreprise, mais en réalité, elles ont quitté le manager. S'il y avait eu un autre manager, ces personnes seraient restées dans l'entreprise. Ce qui signifie que pour retenir des ressources compétentes, pour atteindre un certain niveau de performance, il faut avoir un bon manager. Être un bon manager, c'est quoi? Et pourquoi est-ce que c'est important de comprendre que être performant individuellement ne va pas forcément nous conduire à être performant dans la gestion d'équipe? Parce qu'il s'agit de ça. Quand on va parler des principaux rôles d'un manager, vous avez d'abord, et c'est largement documenté, ça a été discuté, mais dans le cœur même du management, un bon manager, c'est d'abord quelqu'un qui sait planifier. Ensuite, c'est quelqu'un qui sait organiser, ça veut dire assigner les tâches, s'assurer qu'il n'y a pas de goulot d'étranglement, avoir une vue sur les processus, comment est-ce que l'entreprise va réussir à créer de la valeur ajoutée. Troisième compétence clé, un bon manager, c'est quelqu'un qui sait diriger des personnes. Et enfin, c'est quelqu'un qui sait contrôler la qualité, la conformité du travail réalisé par l'équipe. Et voilà pourquoi, individuellement, on peut être performant et quand il s'agit maintenant de rendre une équipe performante, de faire, eh bien, on se rend compte que certaines personnes vont avoir du mal à gérer cette compétence-là. Maintenant, quand on est entrepreneur, être un bon manager va nous aider à avoir une meilleure productivité, à avoir les bonnes ressources, ce qui est souvent un enjeu. La première erreur qu'il faut éviter, c'est de penser que même si on est tout seul, qu'on est polyvalent et de presque parfois rechercher de la valeur à se sentir indispensable. Vous allez voir des personnes qui vont, oui, se plaindre de dire « je cours partout, je suis débordée », mais il y a presque une satisfaction de se sentir indispensable dans ce sens-là. Ce comportement va à terme empêcher une réelle croissance de l'entreprise. On devient nous-mêmes le blocage de l'entreprise. Donc, il est important de savoir recruter les bons profils et d'être ensuite un bon manager pour s'assurer qu'on est capable de porter les résultats de l'entreprise à un niveau qui va bien au-delà de ce que l'on aurait su faire nous-mêmes. Quand on revient sur la première compétence, planifier. D'abord, qu'est-ce qu'on planifie? Le premier point qui est important pour tout entrepreneur, c'est d'avoir des bons objectifs. Et quand on va parler de bons objectifs, on parle d'objectifs SMART.
donc des objectifs spécifiques dont la réalisation dépend de nous-mêmes, des objectifs mesurables, atteignables, réalistes, et on a besoin de savoir exactement au bout de combien de temps on cherche à atteindre ces objectifs-là. Une fois qu'on a fixé cet objectif, par exemple, réussir à atteindre un chiffre d'affaires de 100 millions d'ici décembre 2025 pour une branche d'un produit donné, c'est là maintenant qu'on a besoin de se poser et de commencer par la planification. Donc, si vous voulez atteindre ce résultat de 100 millions, vous devez pouvoir voir, j'ai envie de dire, d'où ce résultat de 100 millions va venir. Vous allez dire, OK, je vais pouvoir générer tant à travers des foires, à travers des appels d'offres, mes clients qui sont déjà récurrents. Et en fonction des axes comme ça que vous avez déterminés, vous avez besoin de planifier maintenant comment vous allez dérouler votre programme, comment vous allez atteindre ces objectifs-là. Le défaut de planification vous conduit à faire les choses au jour le jour, à agir tout le temps en pompier dans votre entreprise, augmenter le risque d'erreur, risquer le surmenage et avoir une charge mentale qui devient difficilement gérable. Une fois que l'on dit, OK, on a besoin de planifier, il y a des outils que vous pouvez mettre en place. Donc, on est parti des objectifs, on a réfléchi à comment on va y arriver, et maintenant, dans la planification, c'est de pouvoir de façon séquentielle déterminer, estimer ce qu'on fera à quel moment. Maintenant, réussir sa planification dans l'entreprise commence par nous-mêmes réussir notre planification à titre individuel. Il y a une phrase en anglais que j'aime bien qui dit « The way you do one thing is the way you do everything ». Si vous n'êtes pas organisé, structuré dans votre vie privée, vous aurez du mal à le réussir dans l'entreprise, à moins que ce soit quelque chose que vous soyez en mesure de complètement déléguer. Et bien planifier, l'un des outils que je recommande, c'est apprendre à gérer des priorités. Par rapport à la gestion des priorités, je recommande la matrice Eisenhower qui permet de gérer les tâches en fonction du degré d'importance et d'urgence. Vous allez avoir dans le guide une fiche d'exercice qui vous permet de créer vous-même votre matrice Eisenhower et de pouvoir ainsi déterminer les priorités. J'aime combiner la matrice Eisenhower à Google Calendrier ou Outlook ou un autre outil qui vous permet de gérer vos rendez-vous, vos tâches directement avec un outil. Oui, vous pouvez chercher à le retenir de tête, mais je vous invite à réserver vos neurones, votre cerveau, pour des tâches de traitement d'informations, pour des tâches d'analyse et pas uniquement pour stocker de l'information. Donc, autant se libérer. À ce niveau, il faut savoir que le cerveau fonctionne un peu comme la bande passante du Wi-Fi. Quand il sature, on perd le réseau, et perdre le réseau, c'est oublier des informations essentielles ou s'en rappeler à la dernière minute et être tout le temps comme ça dans cette situation de stress. Alors, vaut mieux, au pire, écrire, ok? Écrire, l'inconvénient, c'est que quand il s'agit de déplacer ou d'avoir des tâches récurrentes, on est obligé de les écrire 40 fois. Et c'est pourquoi je recommande l'utilisation d'un outil comme Google Calendrier, qui est un outil gratuit et pour lequel vous retrouvez dans le guide également une vidéo qui vous permet de savoir comment utiliser cet outil. Bien sûr, nous sommes ouverts aux questions, commentaires, observations. N'hésitez pas à les partager au moment où vous êtes en train de tester ces outils-là. Alors, si je récapitule, sur ce premier volet, on a besoin d'avoir des objectifs clairs, de définir les axes qu'on va utiliser, de savoir gérer des priorités en utilisant notamment la matrice Eisenhower et d'utiliser un outil comme Google Agenda pour pouvoir bien suivre la planification, les rappels de nos activités.
On peut aller plus loin, mais on cherche juste à aller par étapes. Donc si déjà vous réussissez à organiser vos tâches en fonction de cette matrice et en utilisant un calendrier, vous allez vous rendre compte que oui, il faut du temps pour s'habituer, c'est un travail continu, mais ce gain va vous permettre d'être beaucoup mieux structuré, d'avoir un meilleur suivi des différentes tâches qui sont assignées aux membres de vos équipes et de ne pas reposer uniquement sur votre mémoire pour vous rappeler les tâches importantes et classer les priorités. Une fois qu'on a parlé de planifier, deuxième compétence, organiser. Organiser en clair, c'est vous assurer que vous avez mis en place au sein de l'entreprise des processus qui ne dépendent pas uniquement des personnes. L'entreprise doit avoir ces processus et ces processus doivent être documentés. Il y a une manière de faire dans l'entreprise, ce n'est pas la manière de Fatou, de Sally ou autre, c'est la méthode de l'entreprise. Vous devez vous assurer que les processus sont documentés, que les personnes sont formées à l'application de ces processus-là pour que vous soyez là ou que vous ne soyez pas là, vous soyez sûr que les tâches vont être exécutées de la même manière. C'est ce qui va vous conduire à avoir un certain standard de qualité au sein de l'entreprise. Le fait de réfléchir aux procédures, aux façons de faire, oui, au début, vous allez avoir des couacs, mais au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte que des process clairs existent, facilement reproductibles et qui permettent à l'entreprise de gagner en efficacité, de gagner en qualité. Organiser va également vous permettre de vous assurer que les ressources ont le temps de se développer, vous permettre de savoir à quel moment il est essentiel d'exécuter certaines tâches pour atteindre le résultat escompté. Vous aurez également un modèle de procédure que vous allez pouvoir dupliquer, adapter bien sûr à votre entreprise. Quand on a parlé d'organiser, on vient maintenant sur le point de diriger. Quand on parle de diriger, c'est de vous assurer que vous réussissez à motiver, inspirer les personnes. Ici, vous allez retrouver dans les guides une matrice du leadership. Comment développer ce leadership? Quelles sont les compétences qui sont intégrées dans le leadership? Quels sont les indicateurs qui permettent de savoir où est-ce que vous en êtes? Et on a intégré non seulement des indicateurs de comportement par rapport au leadership, et également des indicateurs par rapport à l'activité, par rapport à l'entreprise. Donc je vous invite à télécharger cette matrice-là, identifier où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, quel est l'objectif, à quel niveau se situe le gap, et pour chaque compétence, on vous donne des recommandations pour vous permettre de savoir comment vous pouvez développer cette compétence en particulier. Donc ça, dans la partie dirigée, c'est ce qui concerne le leadership. Deuxième point qu'il est important de savoir, comment motiver? Pourquoi est-ce que les personnes restent ou pourquoi est-ce qu'elles s'en vont? Pendant longtemps, beaucoup ont pensé que les employés allaient être motivés par un stimulus externe, la carotte ou le bâton. Si on promet une augmentation, une prime, etc., la personne, a priori, va davantage travailler. Si elle a peur maintenant d'être sanctionnée, elle va également faire attention à son travail. Sauf que ce que les recherches ont montré, c'est que oui, effectivement, il y a un stimulus qui peut être externe, mais il y a également des facteurs qui sont internes à la personne. Donc, à titre d'entrepreneur, vous avez besoin de comprendre qu'au-delà du salaire que vous payez, au-delà des conditions de travail qui sont mises en place, vous avez besoin de mettre en place des outils qui permettent à la personne d'évoluer dans l'entreprise. On l'a vu dans certains cas où il y a des entreprises familiales, les meilleurs éléments parfois quittent l'entreprise parce qu'elles ont le sentiment d'avoir plafonné et de ne pas avoir accès à certains postes de direction et donc elles s'en vont.
Donc, c'est important de comprendre, et on a partagé un outil, la pyramide de Maslow, mais en présentant le versant professionnel de la pyramide de Maslow. Comprendre que, à un moment, la personne, c'est d'abord un besoin de survie, ensuite un besoin de sécurité. Après le besoin de sécurité, il y a le besoin de reconnaissance, avant d'arriver à un besoin de réalisation de soi. Et il est important que l'entrepreneur s'assure que les processus, que les conditions existent pour permettre à l'employé de pouvoir s'épanouir, de pouvoir évoluer. Et là, le stimulus ne peut pas qu'être externe. Donc, en développant, là encore, on résume, on se concentre sur la première étape. Après, vous allez pouvoir approfondir sur chacun de ces domaines-là, mais au moins sur cette compétence, sur ce rôle de direction, important de comprendre le leadership, comment on le développe, la motivation, comment ça fonctionne. Dernier point, on arrive sur le contrôle. Et il y a une phrase qui est bien connue qui dit « ce qui ne se contrôle pas ne s'améliore pas ». Donc, si vous voulez être sûr que vous faites des gains de productivité, que vous êtes en train d'atteindre vos objectifs, que les bons processus sont en place, il y a un minimum d'indicateurs que vous avez besoin de suivre dans votre entreprise. Vous devez pouvoir suivre l'évolution de votre chiffre d'affaires, l'évolution de votre marge brute. Vous devez connaître la valeur vie de vos clients. Vous devez connaître, si vous êtes dans le customer service par exemple, le nombre de plaintes que vous recevez chaque mois et comment est-ce qu'elles évoluent. Est-ce que ça augmente à ce moment-là? Il y a quelque chose à analyser. Est-ce que ça diminue? Il y a la motivation à encourager parce que ça veut dire qu'il y a des bons processus qui ont été mis en place. Mais c'est important d'avoir un regard sur les éléments clés de votre activité. Analyser les charges. Et l'avantage, c'est que quand vous avez mis en place les bons process en termes de contrôle, en termes de suivi de l'activité, vous n'avez jamais de surprise dans votre entreprise. Pourquoi? Parce que vous êtes capable à ce moment-là de détecter très rapidement une anomalie. Ça veut dire que même s'il y a quelqu'un qui vole, par exemple, que ce soit de la matière première ou de l'argent dans l'entreprise, avoir mis en place des mécanismes de suivi vont suffisamment vous alerter pour vous permettre de limiter les dégâts avant qu'il ne soit beaucoup trop tard et que vous ayez perdu énormément d'argent, la confiance et autres. Donc, voilà l'essentiel de ce que nous avons vu aujourd'hui sur le développement des compétences managériales. Encore une fois, sur chacune des thématiques partagées, vous allez trouver des livres et énormément de contenu. Ici, l'objectif, c'est de dire comment je passe à l'étape 1 sur chacun de ces éléments-là. Et ensuite, je vous invite à creuser le domaine, à faire votre propre introspection. Il y en a qui vont être excellents en planification, d'autres qui vont être excellents en contrôle. Essayez d'équilibrer tout ça. Et je vous dis à la prochaine fois sur la prochaine session des Coaching Days en partenariat avec la DPME.